Alors, je pense qu'on peut démarrer. Donc, encore une fois, bienvenue à vous tous et toutes qui nous rejoignez pour ce webinaire. On va parler aujourd'hui, donc, on va être très nombriliste puisqu'on va parler des intérêts, des avantages de faire appel à un cabinet de conseil pour les activités intralogistiques. Et vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous êtes inscrit, que Simco Consulting est un cabinet de conseil dédié aux activités intralogistiques pour une grande partie. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse développer finalement aujourd'hui et ensemble le contexte avec un monde que j'ai appelé VUCA comme jamais, puisque l'environnement géopolitique, entre autres, économique, financier, les instabilités font que aujourd'hui, on a un petit peu de mal à anticiper et à savoir de quoi sera fait demain. Alors, déjà en temps normal, c'est pas facile. En ce moment, je pense que c'est encore un peu plus difficile et donc on a besoin de repères et on a besoin quelque part de rationaliser nos activités et on verra. Ça peut être une raison d'être accompagné par un cabinet et on verra quels sont les avantages finalement d'un accompagnement. On parlera un peu de évidemment, et puis je vous parlerai, je développerai la méthode et les livrables qu'on peut vous proposer dans le cadre d'un accompagnement. Sans oublier la partie formation, qui pour nous fait partie d'accompagnement, mais ça peut être un topic, un sujet spécifique en lui-même. Et puis donc une petite prise de recul sur une matrice avantage-risque. Hein. C'est jamais évident, surtout quand on parle de ses propres activités, d'aller identifier les risques, mais il y en a et on en constate aussi avec nos clients. Et donc, on essaiera de manière la plus objective possible, tout comme on mène nos missions, de développer cette thématique sur un slide. Comme d'habitude, vous avez un chat pour poser vos questions. On les interprétera, on les reprendra donc à la fin donc, du webinaire. Vous aurez comme vous participez, vous allez recevoir un lien à la fois pour recevoir le support de présentation et l'e-replay, qui sont donc consultables également en historique sur la chaîne YouTube de Simco Consulting. Et puis, vous aurez nos coordonnées complètes sur le dernier slide de cette présentation. Alors, si je vous dis VUCA, forcément, on a des difficultés à prévoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est volatile, hein, le V de volatile. On a des changements rapides, imprévisibles. On agit un peu au jour le jour et on doit répondre à cette volatilité, pardon. Et donc, on doit pouvoir avoir des organisations qui viennent non pas supprimer, parce qu'on ne va pas supprimer les effets de la volatilité, mais en voir comment est-ce qu'on peut atténuer ces effets. On est dans un monde qui est incertain, hein, c'est le U de Saint-Denis. Donc, ce monde incertain qui fait que lui aussi, on a du mal à prévoir. On est dans un monde qui est de plus en plus complexe par les besoins, par l'offre, par la multiplication des services, des produits, etc. Donc, on amène des complexités dans nos enjeux et dans nos supply chains. Et puis, donc, on est dans un monde qui est ambigu également. Et donc, tout ça, hein, il y a pas mal de théories sur ces notions de VUCA qu'on peut aller récupérer de manière à pouvoir interpréter. Mais en tout cas, c'est un constat. À notre niveau, je suis pas sûr qu'on puisse y faire grand-chose si ce n'est à travers nos bulletins de vote. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir vivre avec ce VUCA. Et donc, qui dit vivre avec ce VUCA, dit nécessité de piloter, de montrer des agilités, des résiliences, de la réactivité dans nos activités, dans nos moyens, dans nos process et dans nos manières de répondre à nos clients. Être flexible, agile, je pense que c'est les deux termes qu'on peut retenir essentiellement face à ce VUCA. Nécessité de piloter, on sait que la ligne ne va pas être droite, qu'elle va tourner, il y aura des virages, il y aura des obstacles, mais nous, en tant que cabinet de conseil, on vous invite à suivre votre objectif, à garder le cap. Et effectivement, donc, on va pas aller tout droit. Hein. Le bout du tunnel, on peut le voir, on peut l'apercevoir, puis à nouveau, ça s'assombrit, et puis etc. Mais l'idée, c'est vraiment
d'avoir une organisation qui puisse être le plus résiliente possible, qui garde le cap, qui maintienne ses objectifs et après tout peut-être profiter de ces moments, alors profiter, peut-être un grand mot, mais ces moments d'incertitude, de manque de visibilité, peut-être qu'on peut préparer nos activités, peut-être qu'on peut préparer nos organisations et le jour où ça démarre, comme on sait que tout va de plus en plus vite, être prêt pour ce démarrage, être prêt à servir les clients comme on l'entend et comme on veut. Servir les clients, c'est le rôle majeur de la supply chain. La supply chain va servir, elle a deux rôles et on va les développer. La supply chain va servir à prévoir, notamment, de manière à avoir cette espèce de match et de combat là, que je vous propose entre la supply chain et le monde du cas. C'est comment est-ce qu'à un moment donné, non pas on se tape dessus, mais on fait avec. Et donc, si on reprend un flux classique de supply chain, on commence évidemment par le client qu'on va mettre au cœur de notre processus. Le client qui va nous avoir commandé donc des produits, des articles, eh bien on va lui envoyer, on se doit la première chose, lui envoyer un accusé de réception et de s'engager sur des délais. Et si on s'engage sur des délais vis-à-vis d'un client, il faut qu'on puisse s'engager de manière assez ferme, puisqu'autant si on n'est pas très bon sur les délais, autant annoncer à notre client qu'on a des difficultés, qu'on n'a pas les produits, qu'on a un portefeuille chargé, et lui annoncer un délai, même tardif, qu'on sait tenir, plutôt que faire plaisir et annoncer un délai que finalement on a estimé tant être mal. Et donc ça, c'est un rôle prépondérant dans la supply chain, c'est tenir ses engagements, annoncer ses délais, tenir ses engagements. Et donc, il y a des travaux de prévision. Alors, évidemment, l'impact du VUCA, à travers donc les plans industriels et commerciaux, à travers les plans de production, à travers les schémas directeurs logistiques. Et là, donc, on va rentrer un peu quelque part, on va collecter la stratégie, on va s'organiser autour, mettre des ressources, des moyens de manière à pouvoir répondre aux clients. Mais comme rien n'est parfait, dans le traitement de la commande, on va s'assurer qu'on ait bien de la matière, qu'on ait des ressources humaines, qu'on ait des ressources matérielles, qu'on puisse fabriquer, qu'on ait du stock au bon endroit, etc. Mais on sait que le monde n'est pas parfait et que malheureusement, même avec le meilleur cabinet conseil du monde, on n'aura jamais exactement le bon produit au bon niveau, si ce n'est peut-être d'avoir un stock 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieur à ce qu'on devrait pouvoir avoir, et donc à supporter un coût financier conséquent. Et donc ici, on est plutôt sur la partie exécution, arbitrage de la supply chain. On va parler des SNOP, Sales and Operations Planning. On va parler donc plutôt d'opération, d'ajustement de nos méthodologies. Et donc, évidemment, on va concerner les flux d'informations, les flux physiques et les flux financiers. Donc, ces deux rôles de la supply chain. Le premier, c'est de la prévision, le deuxième, c'est de l'exécution. On va plutôt se concentrer, si vous voulez bien, à travers l'intralogistique, à cette partie exécution. C'est comment, en quoi est-ce que un cabinet peut vous aider à mieux anticiper, à mieux répondre finalement et à être plus flexible et plus résilient à travers cette demande qui est incertaine. L'intralogistique, on le voit ici, se doit d'être force de proposition, d'amener justement ces outils de résilience et de pouvoir ajuster cette exécution. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on a toujours cette notion de client, cette notion de délai, de qualité et de plus en plus cette réputation. La réputation qui a démarré beaucoup avec le B2C et qu'on voit arriver petit à petit sur le B2B et qui va avoir aussi son influence. Donc, on loupe une commande pour un client, ça va se savoir. Et ça, c'est depuis pas mal de temps. On sait qu'un client satisfait va pas forcément le dire, mais un client insatisfait va beaucoup en parler. Et donc, c'est cette réputation qui est en jeu. Et c'est là qu'on peut, nous, intervenir pour aider à s'améliorer dans les organisations ou à monter une organisation depuis une page blanche. L'intralogistique, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce point. On est passé dans quelques années d'un centre de coûts à un centre de profit à travers tous les services qu'on peut offrir, l'amélioration des services clients, les systèmes d'information, l'automatisation, tout ce qui va être customisation retardée,
tout ce qui va être omnicanalité, analyse des flux, des données, etc. Donc la partie RSE avec également donc, toute la partie sur les conditions de travail, sur la ressource humaine en général, qui est plus ou moins dispo et qui est plus ou moins intéressée à travailler donc, dans des activités logistiques. Et donc aujourd'hui, on est passé quand même d'une logique de centre de coût il y a quelques dizaines d'années à une notion de centre de profit et de valeur ajoutée. Et c'est ça qu'on va aller chercher, qu'on va aller creuser dans nos organisations. Et puis on est passé alors du hangar. Il y a encore des personnes qui parlent de hangar quand on parle d'entrepôt. C'est un peu dommage. Aujourd'hui, nos entrepôts ressemblent plus à des usines 4.0 avec des contraintes d'ordonnancement, des contraintes de gestion, d'approvisionnement, de gestion des ressources, d'affectation de missions. Et donc, on est plus sur de l'usine 4.0. Et nous, on va vous aider justement à aller vers cette usine 4.0. On va s'adresser à qui? On va s'adresser à des entrepôts de distribution. Évidemment, quand on pense logistique, on pense distribution, on pense les gros entrepôts qui sont répartis sur tout le territoire. Et donc, on va s'adresser évidemment à ces gros entrepôts. C'est pas forcément eux qui ont le besoin de plus d'aide ou le besoin de plus de soutien aujourd'hui sur le marché. On va s'adresser à des ateliers de production. Qui dit logistique, dit flux et dit atelier, puisque à un moment donné, on va alimenter des ateliers, des process, on va évacuer ces process avec des matières, des composants, de l'article de conditionnement, des produits qui vont retourner en stock, qui sont peut-être incomplets, on va avoir des notions de semi-finis, des produits finis. Donc tout ça va être au sein donc, de ces ateliers de production, avec éventuellement des flux de sous-traitance qui peuvent être concernés également donc, par ces activités, avec des entrepôts d'usines qu'on oublie trop régulièrement. On est sur nos sites de fabrication, on pense fabrication, et puis il se passe des choses, une nébuleuse en aval, en amont, qui fait que peut-être on atteint nos résultats, mais avec beaucoup de non-valeur ajoutée, donc beaucoup de coûts. Et peut-être qu'on a des difficultés justement à rationaliser, à approvisionner, et on se focus beaucoup sur la prod et un peu moins sur les flux externes. On va s'adresser également donc à des prestataires logistiques pour qui c'est la spécialité d'assurer, pour qui c'est vraiment la raison d'être, et donc qui ont besoin de s'améliorer au quotidien, d'améliorer leur process, d'améliorer leurs conditions et de s'ouvrir sur des nouvelles conditions et des nouvelles facilités, des nouveaux outils de travail. Pardon. Et donc, en qualité de cabinet conseil, on va arriver pour mettre de l'huile dans les rouages, comme vous le montre cette image, c'est-à-dire qu'on va avoir un rôle de facilitateur pour transformer ou pour améliorer donc, le fonctionnement donc, des activités, que ce soit des activités d'entrepôt de distribution, d'ateliers de production, de flux de sous-traitance. Qu'est-ce qu'on va chercher finalement chez un cabinet conseil? On va chercher un regard externe. On amène ce regard sur une organisation parce que malheureusement, bien souvent, on est un peu seul, on a la tête dans le guidon et donc on regarde un peu ce qui se passe chez le voisin, etc. On regarde un peu, on fait des magazines, on appelle les fournisseurs, on traite en direct avec eux. Et puis on essaye tant bien que mal de s'en sortir et puis à l'issue, on peut faire un chèque, on installe le matériel et puis finalement, ça répond moyennement à nos attentes. On a une notion de ressources complémentaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous sentir moins seul, vous allez accompagner. Effectivement, il y a un coût, évidemment, mais le cabinet conseil va amener des ressources, va amener une équipe pour traiter de la donnée, pour imaginer des solutions, pour dessiner des plans, pour contacter des fournisseurs potentiels, pour analyser les technologies qui vont bien, etc. Et donc, ces ressources complémentaires, on est capable de les amener et en général en interne, et on le voit chez certains clients aussi, on a du mal quand on a des dossiers à mettre des ressources en interne. On dit ah oui, le queue de projet, on peut vous mettre telle et telle personne, et puis finalement elles sont prises par leur quotidien et donc elles ont du mal d'avancer avec nous sur les projets. Et donc nous on amène ça et on va être un peu quelque part maître des horloges par rapport à ça, de manière à pouvoir imposer. Et finalement, quand un cabinet extérieur impose différents jalons et demande différents livrables, en général, on a un petit peu plus
de répondants que si c'était des demandes en interne. Ça, c'est le côté organisationnel où on va s'adapter et réaliser. Et après, il y a la partie solution. On va, nous, faire bénéficier des clients donc de cette veille technologique, de ces relations qu'on peut avoir avec différents fournisseurs. Alors attention, on est bien sûr indépendant de tous les fournisseurs. Et les premières réponses qu'on va vous proposer, ce sont des réponses d'organisation qui utilisent des systèmes d'information, qui utilisent des systèmes de manutention, des systèmes de stockage, tout le système donc, qui est lié donc, à l'environnement intralogistique, mais qu'on va identifier en tant que technologie et pas que fournisseur. Donc, et pas encore de fournisseur à l'étape, en tout cas, de notion d'étude de faisabilité, et on verra le détail derrière. Et cette étude de faisabilité dont je vous parle, finalement, va faire partie d'une méthodologie qui a été éprouvée, qui est adaptable, qui va s'adapter à vos contraintes, à vos flux, à vos secteurs d'activité. Et donc, l'idée, c'est que nous, on puisse, à travers ces 4 pavés, eh bien, faire en sorte de gagner de la rapidité sur l'analyse, prendre du recul, faire parler vos données, de se sentir moins seul, qualifier des solutions que vous avez peut-être écartées en disant bah non, c'est pas pour moi, c'est trop cher. Et on va les remettre sur le tapis de jeu parce que peut-être que c'est pas si cher et qu'il y a des solutions qui peuvent s'adapter à vos solutions. Et donc, à vos problématiques, pardon. Et donc, on va vous amener tout un pack, tout un accompagnement qui va permettre vraiment de quelque part de repartir de zéro. Alors attention, on n'a pas non plus de baguette magique. Il y a des fois la solution, c'est il faut rien changer, tout va bien. Et impossible nul n'est tenu, mais en général, on arrive quand même à identifier quand même des solutions intéressantes pour nos clients. Si on retourne sur ce match de boxe entre VUCA et Intralogistique et qu'on veut percevoir l'image au bout du tunnel, on doit répondre aux 4 points que sont la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. La volatilité, encore une fois, l'idée c'est pas on ne peut rien faire contre, hein, si ce n'est d'augmenter de manière conséquente les stocks, mais l'idée c'est d'analyser les flux, c'est d'amener la flexibilité, l'automatisation pour pouvoir passer de les pics au mieux, c'est d'avoir le stock qui va bien au bon endroit et qui puisse être préparé de manière à pouvoir assumer, donc encore une fois, ces notions de saisonnalité et ces pics inattendus sur des produits qui sont météosensibles, sur des produits qui connaissent cette notion de fluctuation par rapport à des conditions économiques, par rapport à des messages qu'on entend à la radio, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'analyser le mieux, de tirer un maximum de données. On récupère dans ces cas-là 1 an, 2 ans, 3 ans de flux de données de clients et on regarde ensemble et on creuse ces données, on regarde la typologie des commandes, on regarde les impacts, quels ont été les incidents de différents pics, etc. Et on essaye de mettre en place une projection dans un livrable qu'on va développer tout à l'heure qui s'appelle le gel de données. On va essayer de mettre en place ces projections et d'imaginer finalement ce qui peut se passer. Imaginer ce qui peut se passer, c'est répondre aux incertitudes. Et ici, c'est dire, c'est simuler des scénarios, c'est faire ce qu'on appelle des stress tests. C'est qu'est-ce qui se passe, dans quelles conditions, si j'ai une inversion phénoménale entre le colis classique et puis la pièce à l'unité, parce que les gens n'achètent plus par 4, mais par une unité. Est-ce que moi j'ai décidé de pas vendre par unité, mais finalement j'ai pas de choix si je veux continuer à vendre, et donc il faut qu'on puisse s'adapter, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait, comment on assure le service, et donc à ce niveau-là, on va pouvoir nous imaginer à l'intérieur donc de nos scénarios des notions de stress test en disant comment je peux répondre à ce pic et à cette attente. Ensuite, alors c'est facile à dire comme ça sur un slide de présentation webinaire, on répond à la complexité par la simplification. Bon, ok, alors comment on fait bien souvent, on s'aperçoit, et vraiment c'est une expérience que je partage avec vous, qu'on a des pratiques, mais que ces pratiques correspondent pas forcément aux besoins. Soit parce qu'à un moment donné, on a fait un peu de zèle,
Bon, soit parce que on a initié des processus il y a 5 ans, il y a 10 ans, sur la base d'une organisation, sur la base de systèmes d'information de l'époque, etc. Et on a gardé et on a rajouté des couches de complexité, des couches de besoins par exception, etc. Donc sur une organisation. Et quand on vient et qu'on passe un peu de temps ensemble et qu'on compare finalement le besoin réel avec la manière dont vous y répondez, avec vos pratiques, eh bien souvent il y a un écart et ça je vous invite à le faire même sur votre propre périmètre, à identifier comment on fonctionne par rapport aux réels besoins du client ou aux réels besoins des clients qui sont internes ou externes ou de l'organisation. On va chercher tout ce qui va être tâche à non-valeur ajoutée pour essayer de les supprimer et surtout on va regarder à 360 degrés le poste et l'activité, le flux et voir comment est-ce qu'on peut répondre, quelles sont vraiment ces attentes des clients internes, des clients externes, des parties prenantes en aval et en amont, des services supports de manière à pouvoir limiter au plus possible ces complexités, comprendre les besoins et pourquoi pas aller derrière travailler avec les parties prenantes pour pouvoir limiter ces complexités et ces nécessités de quelque part de rajouter des éléments par rapport à ça. Et puis il y a ces notions d'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est à un moment donné, c'est quand on comprend pas une mission, c'est quand on comprend pas pourquoi un client nous demande telle ou telle chose. On est face à une situation un peu bizarre. Là, on va le travailler à travers de l'information. On va partager des outils, on va partager des techniques, on va partager des pratiques. On va mettre en place des indicateurs justement pour lever les ambiguïtés et être dans la bonne interprétation. Et puis, on va faire du VMI, le Vendor Management Inventory, c'est-à-dire qu'on va essayer d'échanger le niveau de stock avec nos parties prenantes. C'est pas quelque chose de facile. Il y a des outils qui permettent de le faire à travers des tiers de confiance. Mais en tout cas, on va répondre par ce point-là à l'ambiguïté. Encore une fois, l'idée des missions d'un cabinet de conseil, c'est de répondre aux besoins. On est aujourd'hui sur un monde avec ce combat-là que vous voyez qui est VUCA. C'est comment est-ce qu'on lutte, comment est-ce qu'on vit avec finalement et le mieux possible. Allez, une petite page de pub pour Simco quand même, Simco Consulting, qui est cabinet de conseil en intralogistique. Et je vous propose en 5 lettres de développer finalement les services et les attentes que vous pouvez avoir de notre part. Le S de Simco comme service, on fournit des prestations intellectuelles d'accompagnement, de formation. On amène de l'innovation, c'est les lui de Simco, la veille technologique, les compétences multisectorielles. C'est des choses qu'on pratique au quotidien. On apprend tous les jours, on rencontre des fournisseurs tous les jours, on implémente des systèmes tous les jours. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi estimer à quel moment on peut vous proposer cette innovation dans votre activité, sachant que vous avez une activité qui est plutôt concentrée justement sur votre périmètre, sur votre secteur d'activité et que vous ne pouvez pas forcément avoir le temps, si ce n'est de faire d'acheter des magazines, de faire quelques salons. L'idée, c'est vraiment d'aller voir de manière assez intuitive dans un premier temps, et puis ensuite vérifier par application d'outils si telle ou telle innovation correspond à vos flux, à vos besoins de stock, à votre configuration physique, etc. Le M, je vous propose de méthode. Voilà, c'est la méthode que je vais vous présenter derrière, qui a fait ses preuves, plus de 600 clients, plus de 2400 projets, qui nous emmène donc sur un ratio de 1 à 4. Donc nos clients nous font confiance, nos clients sont contents de nos prestations, ils nous emmènent un peu partout dans le monde. Et donc cette méthode a fait ses preuves et je vais la partager tout à l'heure avec vous. Le C de changement, parce que quand on applique des méthodes, quand on va chercher des innovations, des nouvelles technologies, forcément il y a un changement. Nos systèmes d'information évoluent, forcément il y a un changement et il faut qu'on accompagne. Et donc on va jusqu'au démarrage d'activité, on parlait tout à l'heure de la formation, donc on a une certification Calliope qui nous permet de les accompagner à travers aussi la formation, s'adapter
aux nouveaux outils, s'adapter aux nouvelles organisations, c'est quelque chose qui est important et qui s'accompagne forcément. Et puis le haut d'opération, parce que j'ai peut-être pas suffisamment insisté aujourd'hui, mais Simco, les cabinets conseils, alors on imagine les cabinets conseils qui travaillent en haute sphère, dans les stratégies, dans les derniers étages de gratte-ciel et autres. Non, nous on est très opérationnel. Je suis ici en direct chez un de nos clients, dans un bagalo qui nous dédie. Eh bien, on est aux opérations, on transforme les stratégies en tactiques opérationnelles et on avance sur les opérations, on met les chaussures de sécurité et on va sur le terrain et on comprend les opérations pour vous accompagner au plus près. Alors, je disais 600 clients, 2400 projets. Vous avez ici quelques références que vous pourrez trouver, alors qui sont soit françaises, soit donc le groupe, hein, puisque le groupe est né en 1981 à Milan. Tout secteur d'activité, pardon, et également toute taille d'entreprise. Le plus petit client doit faire une quarantaine de personnes, et donc les plus gros, c'est évidemment des grosses multinationales que vous pouvez trouver ici à travers leur nom. Bien. Venons maintenant au cœur finalement de ce webinaire sur la méthodologie. On a vu donc qu'on sait vous accompagner, on sait vous aider, soit en partant d'une page blanche, soit en partant d'une organisation qu'on va aller améliorer. On a, j'allais dire, deux grandes approches qu'on peut avoir à travers donc un dossier. Une approche qui est audit, et puis une approche qui est étude de faisabilité. Un audit, c'est un client qui vient nous voir et nous dit je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans l'organisation, j'aimerais bien m'améliorer, j'ai des retards réguliers, etc. Je comprends pas, expliquez-moi. Et donc on vient sans forcément de projet en tête, sans a priori, on fait donc cet audit de 360 degrés qui va nous permettre d'identifier un certain nombre d'actions, d'écarts par rapport à des bonnes pratiques et de mettre en place donc un plan d'action. Cet audit, on peut l'accompagner par ce qu'on appelle un gel de données, qui est la première phase finalement d'une étude de faisabilité. C'est la description de l'existant. Quand on dit données, c'est données d'organisation et pas uniquement de la data, même si on va faire parler cette data, identifier des pics d'activité au mois, à la semaine, à la journée, à l'heure, etc., de manière à bien comprendre les contraintes, à voir comment est-ce qu'on peut vivre avec ou justement les transformer. C'est transformer des unités de gestion en unités d'œuvre quand on prend des historiques ou quand on va appliquer donc et projeter une stratégie pour voir quel effet ça a sur l'impact sur les opérations. Et puis on va travailler à la fois sur ce que j'appelle le film et la photo. Le film, c'est les flux, la photo, c'est le stock, puisque les solutions qu'on va trouver vont pas être les mêmes en fonction de ce ratio entre le flux et le stock. Ce gel de données va alimenter, ou cet audit, si le client souhaite aller plus loin, on a une offre qui est entre guillemets à la carte, hein, c'est-à-dire qu'un client peut nous confier une étude de faisabilité et mener derrière une transformation par lui-même, ou nous demander de l'accompagner sur la transformation. Voilà, on n'aime pas les yaka faucons, on aime bien accompagner jusqu'au bout et vérifier que les solutions qu'on a préconisées sont bien adéquates, mais on force pas la main, évidemment. Cette étude de faisabilité, c'est comparer des scénarios et mettre en place une matrice de décision. Je récupère mon gel de données, je sais comment je fonctionnais avant, j'ai projeté sur mes flux et sur mes volumes futurs, encore une fois dans un périmètre VUCA, donc avec quand même un certain nombre d'incertitudes. En fonction de ça, en fonction de ce que j'appelle le cadre de référence du client, du terrain de jeu finalement, est-ce que c'est un client qui veut plutôt externaliser sa logistique? Est-ce qu'il veut la faire en interne? Est-ce qu'il a suffisamment de surface? Est-ce qu'on envisage une construction? Est-ce qu'on envisage une transformation? Ces dernières années, beaucoup de clients venaient nous voir pour réduire plutôt leur surface de stockage, pour augmenter leur surface de production. Donc, faut faire plus avec moins. Ça fait partie, c'est un exemple d'enjeu qu'on s'est accompagné. Et donc, on va qualifier des solutions, comparer des scénarios, proposer des systèmes d'information et donc mettre en place une matrice de décision qui va permettre au client, qui va permettre à son management, à sa direction financière, à sa direction générale, de proposer un projet d'évolution en phase avec
la stratégie de l'entreprise, tout au moins ce qu'on aura nous compris et comment on aura transformé cette stratégie en unité de gestion. C'est un point qui est essentiel, c'est quasiment c'est une étude qu'on fait pour 80% de nos clients, l'étude de faisabilité, qui permet d'identifier l'organisation future avec des investissements, des notions de CAPEX, des notions d'OPEX et une matrice avantage-risque, encore une fois, indépendante vis-à-vis donc, des fournisseurs et qui va comparer les solutions avec des points forts et des points d'attention. Ensuite, on sait vous accompagner sur un projet détail, c'est-à-dire que c'est la rédaction du cahier des charges, c'est le lancement d'appel d'offres. Ça peut être également la génération d'une simulation de flux. C'est un outil digital qui nous permet de reproduire en 3D donc une organisation. Et donc, cette notion de simulation vient renforcer. Tout à l'heure, on parlait de stress test, de répondre donc aux U d'incertitude. Hein, donc, ben voilà, c'est une réponse qu'on peut avoir en disant, ben, on part sur une organisation sur une base d'un flux de données, d'un stock de données. Ben, qu'est-ce que ça fait si on inverse des tendances? Jusqu'où est-ce qu'on peut tenir une activité avec telle ou telle organisation, avec tel ou tel moyen, avec tel ou tel effectif? Et donc, cet outil de simulation va nous permettre à la fois d'affiner des solutions, des organisations, et à la fois d'aller les tester en termes de résilience et de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec cette organisation. Le projet détail, c'est reprendre ce qu'on aura pu imaginer dans le scénario d'étude de faisabilité qui aura été retenu par le client, c'est reprendre et rentrer dans le détail d'une organisation, c'est mener des analyses fonctionnelles un peu plus poussées, c'est rédiger le cahier des charges, c'est rentrer dans un détail d'une implantation et si on est sur un plan de rackage d'entrepôt, tenir compte des issues de secours, des RIA, des contraintes de sécurité, etc. Donc vraiment pour rentrer dans ce détail, rédiger le cahier des charges, soit pour mettre en place une solution derrière, soit pour pour aller, et non pas pour râler, pour aller chercher un fournisseur à travers donc, un processus d'appel d'offres. On propose une sélection de fournisseurs, on lance les appels d'offres et on vous aide derrière jusqu'à la partie donc négociation contractuelle. On ne contracte pas, nous, on n'est pas intermédiaire entre le contrat. Vous êtes le contractant avec le fournisseur et nous, on est là en service support pour Amnis. Ce n'est pas notre métier que d'être intermédiaire sur les contrats. Et là non plus, hein, quand on parle d'indépendance des fournisseurs, on n'a pas de notion de marge arrière, de choses comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'implémenter le dossier, c'est d'en savoir plus sur les solutions fournisseurs, c'est de participer à leur mise en œuvre de manière à pouvoir là aussi en faire bénéficier les autres clients, les prospects de l'entreprise. Ce projet détail, on est toujours dans la théorie. On va jusqu'à l'appel d'offres, on signe avec des fournisseurs, enfin, vous signez avec des fournisseurs et des solutions technologiques. Derrière, notion de mise en œuvre, on vous accompagne ou pas, selon votre sujet. On accompagne un groupe projet avec les équipes du fournisseur, avec vos équipes, avec des spécialistes du bâtiment, de la sécurité, de l'incendie, de l'assurance, etc., de manière à mettre en œuvre, on sera déjà impliqué dans des projets au-dessus sur le projet détail, mais on met en œuvre les solutions. On lance, alors si on est sur des systèmes d'automatisation, on lance des essais en usine chez les fournisseurs, des essais sur site une fois que c'est arrivé, que c'est installé. On est en train de le faire avec un client qui fait du sonar en région parisienne. On va lancer des tests unitaires sur la partie plutôt système d'information, puis tests intégrés, puisque un des changements aussi d'une organisation, c'est pas seulement d'amener de l'automatisation, on peut être sur des solutions qui sont très manuelles, mais supportées par un système d'information et un WMS. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de clients qui travaillent sur Excel et qui ont besoin de transformer donc l'organisation et de se professionnaliser. Ça peut être une première étape en vue dans quelques années de préparer cette notion d'automatisation. Je parlais tout à l'heure d'avoir ce bout du tunnel et d'être prêt à démarrer à l'instant T et de contourner les obstacles en attendant. Ben, peut-être qu'on peut préparer à travers un peu d'action d'amélioration continue, puisqu'on le fait à travers nos audits et nos propositions d'action. Donc de préparer le terrain, de rationaliser, de gérer mieux la donnée, d'avoir de la data correcte dans les outils de manière à pouvoir maîtriser son organisation et être prêt demain à apprendre et à faire plus.
Cette mise en œuvre est essentielle, hein, puisque bien, on va participer encore une fois à l'équipe projet, contrôler donc les jalons, le timing, organiser les suivis, rédiger les comptes rendus, etc. d'avancement, de manière à s'assurer qu'on reste là aussi dans le droit chemin et que pour le coup, on n'ait pas trop d'écart par rapport au projet qu'on s'était fixé à la base. Et puis, il y a la notion de démarrage, la progression, l'apprentissage de la solution, où là aussi, hein, on revient sur cette notion de formation, et on va parler juste après. On va donc jusqu'au Go Live, on considère que le site, l'organisation est indépendant et peut démarrer et peut vivre donc avec on va se mettre en retrait et se mettre en mode ce que j'appelle SAV. Voilà, pour répondre aux attentes, aux questions, etc. L'idée, c'est de vous donner la clé de votre organisation et puis de gérer ce qu'on appelle une punch list parce que on sait bien, encore une fois, que tout n'est pas parfait, qu'on aura toujours des écarts, mais ces écarts, il faut les graver dans le marbre, les traiter, faire objet de plan d'action. Et donc, on vous accompagne à la fois sur cette notion de rédaction de punch list et donc de traitement SAV. Voilà, vous pouvez le faire par vous-même, on peut vous aider à le faire, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, ça fait partie donc de la valeur ajoutée possible d'un cabinet conseil en intralogistique. On parlait de formation, c'est quelque chose qui est capital à notre niveau, c'est pour ça qu'on est allé chercher la formation, la certification Calliope, pardon, parce que la formation aujourd'hui, dans tous les domaines, mais aussi dans le nôtre, l'intralogistique, est un facteur clé de succès de réussite d'une organisation. On fait des formations plutôt sur des rappels des fondamentaux avec un mix pratique, théorie, avec une notion de serious game personnalisé qu'on met à l'issue pour valider les compétences acquises. Pourquoi rappel aux fondamentaux? Parce que ce soit sur la gestion de stock, sur l'ordonnancement, sur l'approvisionnement, sur des métiers de préparation de commande, que ce soit un opérateur devant un WMS, si on ne connaît pas les fondamentaux de nos métiers, on n'ira jamais pousser un système d'information dans ses retraits, aller chercher l'optimisation. On va récupérer un poste, c'est quelqu'un qui était avant là. On parlait tout à l'heure d'un écart entre les pratiques et les besoins. On prend la succession d'une personne qui était devant l'OMS, elle nous forme, elle nous initie au système pendant 2-3 jours, elle dit voilà comment je fais, et puis on va faire comme ça. Et puis si on ne connaît pas les fondamentaux, on n'ira jamais chercher vraiment le retranchement et l'optimisation de cet outil. Et donc l'idée, c'est vraiment ce retour à la base, au process, aux besoins, de manière à pouvoir justement pousser, aller optimiser et aller être source de propositions au niveau donc de son poste de travail. Ce sont des formations qui sont extrêmement personnalisées. On a un programme de formation qu'on peut diffuser, mais on aime bien aussi personnaliser. On préfère personnaliser les formations et adapter en fonction des besoins des secteurs d'activité du terrain. Alors, pour une fois, on va tenir le délai, 9h40. On arrive sur cette matrice avantage-risque sur laquelle on a essayé de se lancer un petit peu. Alors on a quand même identifié des avantages. J'ai essayé de vous en lister quand même quelques-uns depuis le début de ce webinaire. On a des processus qui sont rodés, qui sont efficaces, qui s'adaptent aux besoins des clients, au secteur d'activité, qu'on sait croiser aussi, puisqu'on sait aller chercher ce qui marche bien dans un secteur pour l'appliquer sur l'autre. Et donc, depuis 1981, je pense que on affiche quand même une certaine maîtrise de la part de nos clients, encore une fois avec ce ratio 1:4 entre le nombre de clients et le nombre de projets réalisés. On a, j'en parlais, ces compétences et ces connaissances multisectorielles sur tout secteur donc d'activité, sur toute typologie, donc en termes de taille d'entreprise aussi, on sait s'adapter donc en fonction des organisations. On fait cette veille technologique où on amène finalement de manière assez rapide les technologies qui sont adaptables à votre environnement. On a cette vision externe quand on arrive
assez rapidement, on ressent quand même la typologie d'organisation, la maturité de l'organisation, etc. Donc on s'intègre et on va se fondre dans les équipes. Hein. L'idée, c'est, je parlais de Tour d'Ivoire tout à l'heure, hein, c'est pas de faire nos études et nos accompagnements depuis nos bureaux, c'est bien d'être avec vous et de comprendre d'abord votre organisation avant d'analyser les données et de vous faire des propositions. C'est la connaissance donc du marché de l'offre. Hein, on parlait de veille technologie. Voilà, c'est qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Et puis c'est l'écosystème avec des ressources spécialisées, c'est-à-dire que on a des équipes en interne, mais on sait travailler aussi avec des consultants indépendants qui sont labellisés Simco et qui vont intervenir selon la spécialité. On va jongler, comme toute entreprise, entre les ressources et puis donc les compétences en fonction des demandes de nos clients. Si on avait à tracer quelques points d'intention, et je suis ouvert à ce que vous ayez aussi des avis et que vous puissiez les passer à travers le chat hein, en marge des questions. Bon, alors il y a des fois, il faut qu'on fasse attention parce qu'on signe avec nos clients. Tout va bien se passer, puis finalement, on voit que les données entrantes sont un peu faibles, elles sont erronées, elles sont pas forcément disponibles, elles sont à retravailler, et donc là, on va rentrer dans un jeu un peu délicat de comment est-ce que je traduis, comment est-ce que j'interprète les données et est-ce que je suis sûr de la bonne interprétation des données. Et donc là, ça va dire qu'on va augmenter finalement le temps, le processus, on va consacrer plus de temps au traitement des données qu'à l'identification des solutions. C'est un peu dommage, mais on essaye de ressentir ce point-là au moment où on signe nos contrats avec nos clients, de manière à pouvoir anticiper mieux et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à l'issue. On peut avoir des erreurs d'interprétation. Voilà, c'est très clairement, on n'a pas la science infuse non plus. On peut être amené à générer ou avoir donc des difficultés à interpréter ou des choses erronées. C'est pour ça qu'on a cette étape de gel de données où c'est un vrai livrable et on demande à nos clients de valider ce gel de données, quasiment de signer, de mettre le tampon dessus avec la date avant de passer à l'étude de faisabilité. Pourquoi? Parce que c'est le point d'entrée et que si on s'aperçoit tardivement dans l'étude qu'on s'est trompé sur les données d'entrée, eh bien, il faut qu'on reprenne quasiment à zéro notre étude et donc ça va être bon ni pour nous ni pour le client. Et donc l'idée, c'est vraiment de limiter ces erreurs d'interprétation à travers un gel de données le plus précis possible. Il peut y avoir un manque d'implication, alors de manière totalement humble d'une des deux parties. On peut sous-estimer à un moment donné le fait d'aller creuser telle ou telle partie. On peut avoir aussi un manque d'implication des équipes de nos clients qui fait que on sort les rames et on a du mal à avancer et à tenir le planning. Il peut y avoir un résultat qui est ne rien changer. Alors, quand on va parler tout à l'heure du coup avantage risque par rapport à un cabinet, j'ai payé un cabinet qui m'a dit que ça marchait bien et qu'il fallait que je change rien du tout dans mon organisation. Bon, je suis pas sûr que vous mettiez 3 étoiles sur notre réputation dans ces cas-là. Et puis, il y a aussi une approche, mais en général, on ne signe pas avec ces clients-là, puisqu'ils ne viennent pas nous chercher, que le coût du cabinet soit considéré plutôt comme une charge et pas comme un investissement. Or, il faut prendre l'accompagnement d'un cabinet plutôt comme un investissement pour préparer l'avenir et aller chercher un retour sur investissement qu'on sait aussi proposer, puisque quand on va aller chercher des technologies, on a des contacts, on connaît les prix de marché pratiqués par les fournisseurs et ça peut éviter des fois des dérives d'un fournisseur ou un autre qui peut vous proposer des coûts en disant de toute façon c'est une personne qui ne connaît pas forcément le milieu, le domaine et donc je peux facilement mettre X% de plus sur ma facture. On va venir nous payer notre activité à travers les optimisations qu'on vous proposez et à travers donc la rationalisation aussi de ces coûts d'achat de part des fournisseurs. Aujourd'hui, un tiers des entreprises, quand elles ont un projet à mener, donc font appel à peu près, un tiers, 40% font appel à un cabinet de conseil.
un tiers le fait en interne et l'autre tiers le fait en direct avec des fournisseurs ou d'autres moyens. Voilà, c'est à peu près le ratio qu'on a aujourd'hui, qui est toujours le même. Et puis, deux petites courbes sur cet écran. Donc, cette première courbe qui est risque-temps, évidemment. Quand on prend du temps et qu'on fait appel à un cabinet, on limite les risques d'interprétation des données parce qu'on est deux à discuter. Et donc, à deux, on se sent quand même moins seul et on discute et on lève des hypothèses et on lève des loups et on interprète et on avance. Donc, on diminue les risques à faire appel à un cabinet de conseil. Alors, évidemment, ça coûte plus cher au départ, mais encore une fois, il faut le prendre comme un retour sur investissement derrière et le coût va se croiser petit à petit avec le temps. Alors, difficile à le démontrer, mais en tout cas, encore une fois, si nos clients font appel à nous avec un ratio de 1 pour 4, je pense qu'ils s'y retrouvent en faisant appel aux activités et au processus de synchro. Voilà, alors j'essaie de développer donc cette notion d'avantage à aller chercher un cabinet conseil sur les activités intralogistiques. Place aux questions et j'espère que vous en avez. En attendant, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer à noter, alors, priorité aux questions évidemment, mais si vous avez donc également le souhait d'avancer, de continuer à nous écouter, et vous avez possibilité de nous écouter donc le 12 février, où on va participer donc à une table ronde sur le Supply Chain Village sur l'accélération des flux. Donc, on touche un petit peu cette notion aussi de VUCA à travers des pics, à travers le monde qui va de plus en plus vite. Le prochain webinaire qu'on va dédier donc le 21 février prochain donc à l'automatisation pour densifier le stockage et gagner donc de la surface, donc l'impact sur le mètre carré aujourd'hui où on ne sait pas trop où on va avec le ZAN, avec la restriction donc des constructions possibles et autres. On sera présent à Lyon Eurexpo sur le salon Global Industrie du 11 au 14 mars. 4 jours à Lyon, venez nous voir, avec plaisir. On sera dans le hall dédié à la manutention. On sera présent le 12 juin à Eurosupply Chain donc à Mulhouse pour la 4e année consécutive. Donc là aussi, venez nous voir avec plaisir. Et puis, vous pouvez, si vous souhaitez en savoir plus, avoir un contact, n'importe, vous aurez donc mon adresse mail, vous l'avez déjà puisque vous êtes inscrit à ce webinaire. Et vous pouvez, à travers ce QR code également, poser un créneau de 30 minutes de discussion ensemble sur un agenda, de manière à ce qu'on puisse prendre le temps de discuter peut-être d'un retour que vous pourriez avoir par rapport à ce webinaire, d'éventuels projets. N'hésitez pas, contactez-nous, on est là pour ça, on partage nos connaissances et nos compétences. Ça peut déboucher sur une collaboration ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous consulter le cas échéant. Voilà, maintenant je vais regarder s'il y a des questions. Alors, je vois que j'ai une première question qui est arrivée. Si j'arrive à l'extraire. Alors, quid de l'arrivée de l'IA dans votre activité? Alors, on est plus sur des outils BI pour l'instant que des outils d'IA. Voilà. Alors, on a des outils d'IA qui peuvent nous aider au quotidien dans les processus, dans l'activité, plutôt sur la gestion de l'entreprise en elle-même. L'IA est intégrée de plus en plus dans les outils. Un système d'information permet donc de mettre en place des tableaux de bord de pilotage très, très pertinents. Mais aujourd'hui, nous, dans nos propres activités d'analyse de données, etc., on n'est encore pas mature ou mûr. C'est des questions qu'on se pose très clairement. Mais voilà, on n'a pas d'outils IA pour traiter nos dossiers aujourd'hui, en toute transparence. Alors, j'ai une autre question ici. Voilà, ça ira mieux. Est-ce que vous pouvez développer la méthode
la méthode CMI expliquée, elle peut être utile. Alors peut-être la VMI, Vendor Management Inventory, il y a peut-être une erreur ici. Alors le VMI, c'est le partage finalement des inventaires avec les parties prenantes. C'est qu'à un moment donné, on sait quelles sont les pièces disponibles finalement, quelles sont les matières disponibles chez nos fournisseurs. On ne va pas jusqu'à la capacité de leurs ressources humaines ou machines, mais déjà avoir, est-ce qu'ils ont des produits qui peuvent anticiper chez nous un pic d'activité et quel est le niveau de stock, et ça se fait beaucoup en grande surface, hein, quel est le niveau de stock donc chez mon client, de manière à ce que si je sens qu'il y a une augmentation des ventes chez mon client, moi, je vais me dépêcher d'anticiper pour réapprovisionner et pour le jour où il va me passer la commande, avoir de la marchandise disponible. Donc c'est vraiment cet échange d'inventaire, de niveau de stock. Encore une fois, ça impose des notions de confidentialité, ça impose des interfaces bien précises, mais ça permet d'anticiper et d'alléger peut-être à un moment donné des stocks de sécurité et de garantir d'acheter une pérennité à travers la mise en place. Et là aussi, donc, je parlais d'outils qui existent, qui sont des tiers de confiance, qui permettent de donner un peu plus d'informations que ce qu'on donnerait à notre partenaire direct. Mais qui gardent évidemment confidentielles ces informations, ils les analysent simplement et donc ils envoient des conclusions aux différentes parties prenantes de manière à pouvoir simplifier, accélérer donc les décisions avec un effet bénéfique à la fois sur les ruptures et à la fois sur les niveaux de stock de sécurité, donc le bénéfice. Alors, est-ce que cela peut arriver que le consultant ne soit pas bien accepté par des responsables parce qu'il a mis le doigt sur des dysfonctionnements, des irritants, des erreurs? Si oui, comment doit-il gérer cette situation? Alors, nos clients, nos clients font appel à nous. J'allais dire, et ils savent que de toute façon, on est là pour les aider, pour améliorer. On n'est pas, nous, avec une baguette à taper sur les doigts, évidemment pas. C'est pas notre rôle. Nous, on met de manière totalement objective des solutions, des organisations, des constats en place. On va pas chercher de coupable ou quoi que ce soit. On a donc une organisation telle qu'elle est, et nous, on est là plutôt pour emmener les clients vers une amélioration de ces dysfonctionnements. Donc voilà, on n'est pas les pères fouettards, on avance, on constate des choses, on les met en place, et voilà, et les responsables en général, les personnes qu'on a autour de nous sont des grands garçons et qui acceptent, voilà, et qui prennent acte, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. On préfère mettre l'accent sur des dysfonctionnements pour pouvoir justement préparer l'avenir plus sereinement plutôt que passer à côté. L'idée, hein, c'est que alors on est très opérationnel. L'idée, c'est d'avoir une confiance mutuelle entre les deux services. Des fois, on fait partie quasiment de l'entreprise à travers nos missions, et c'est d'avoir une transparence. C'est l'un des enjeux. C'est une transparence sur l'organisation de manière à ce que nous, on puisse proposer une solution qui soit adéquate et qui ne tienne pas compte du non-dit, et que derrière, on va trouver quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, a priori, j'ai plus de questions, si ce n'est une personne qui me remercie et qui a dû quitter de manière précipitée le webinaire. Alors, je vous avais dit les coordonnées, ils sont ici maintenant, voilà. Et écoutez, si vous n'avez plus de questions, on est dans les temps, 9h50, enfin, pardon, 14h56. Je vous souhaite une bonne après-midi et n'hésitez pas donc à nous contacter pour en savoir plus sur notre offre et sur la manière dont on pourrait vous accompagner. À très bientôt, merci.